Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un amoureux de sport local. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud et c'est bientôt les vacances. Mais rassurez-vous, nos chroniqueurs qui commenteront dans cette émission l'actualité sportive du département n'ont pas encore enfilé leur maillot de bain et mis leur crème solaire. Ils sont déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes avant de prendre une pause estivale bien méritée. Présentation en musique. On commence à ma droite, on le surnomme dans cette émission le gladiateur. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il est toujours prêt à descendre dans l'arène pour faire mordre la poussière à ses ennemis. Je ne le présente plus, Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous. Comment allez-vous, Pierre ? C'est chaud, forme et bonheur, c'est bon, c'est l'été effectivement comme vous l'avez dit, en pleine forme. Alors nous allons parler de l'Open de France, de golf. Ravi, on est en plein dans la balle blanche, dans un début d'actualité qui va durer jusqu'à fin septembre, c'est top. C'est top, c'est le mot. C'est ça. On passe à ma gauche, musique, c'est un monument de cette émission, il était là lors de la première, il est encore là aujourd'hui, pour faire simple, c'est le John McEnroe de la répartie, le Rocky Balboa des débats, vous allez passer un bon moment avec lui, j'en suis sûr. Mustapha Larbaoui, le président d'honneur de l'Étoile sportive de Trappes. Bonjour Mickaël, merci pour la présentation comme toujours. Comment allez-vous ? D'ailleurs les gens n'attendent que ça, c'est la présentation qu'ils préfèrent. Je vais faire, donc les gens peuvent zapper. Court, ouais. Restez, mais moi je pars. Bon, l'été approche, mais vous n'êtes pas encore en vacances. Jamais de vacances pour vous. Jamais. On repasse à ma droite, musique. Elle fait son grand retour dans cette émission après quelques semaines d'absence. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est un peu la Chuck Norris de la pole dance, ce sport qui mêle danse et acrobatie autour d'une barre. Elle fait des figures que personne ne peut réaliser. Notre ambassadrice de charme, Hélène Delagrange, nous fait le plaisir de venir sur cette émission pendant 1 heure. Chuck Norris, Hélène, oui, c'est conceptuel. Très bien, je suis ravie d'être revenue. Je parlerai de ce petit surnom à mes élèves, elles rigoleront bien, je pense que ça... Juste après l'émission d'ailleurs. Oui, c'est ça. On repasse de l'autre côté à musique, qui nous vient tout droit de Plaisir, on le surnomme dans cette émission, le Zorro yvelinois. Après plusieurs émissions d'absence, le Vengeur masqué est de retour pour nous jouer des mauvais tours. L'incroyable, le valeureux, le cavalier international Raoul Cottré-Dautré est avec nous. Bonjour Raoul. Bonjour Mickaël. Comment allez-vous ? Super. Comme d'habitude. Comme d'habitude, ouais. Très heureux d'entrer dans l'été, tout se passe très bien. Bon, on va voir ça dans l'émission. On passe trop vite sur la présentation, moi je trouve. On passe trop vite. On va passer 1 heure sur la présentation. C'est un vrai talent. Hein. C'est un vrai talent. Merci Mustapha. Il y a un vrai boulot derrière ça. Alors Mustapha cherche à s'attirer mes faveurs. C'est renouveler tout à chaque émission. C'est toujours bien en position. Non, c'est un vrai boulot. C'est un vrai talent. Je travaille 1 semaine ou 2 semaines quasiment sur la présentation. Je trouve qu'on va trop vite sur cette présentation. On va aller encore plus vite, Mustapha. D'ailleurs, on va rester sur la présentation. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Tony Yoka et à sa 5e victoire chez les professionnels. Nous ouvrirons également un débat sur le sport et la politique. Les deux sont-ils compatibles ? Mais avant de développer ces thèmes, nous allons parler de golf et de l'Open de France. Les drapeaux sont tissés, les greens coupés au millimètre. Ce jeudi 28 juin, à la 102e édition de l'Open de France a débuté sur le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pendant 4 jours, un plateau d'exception va s'affronter. On retrouvera notamment Justin Thomas, le numéro 2 mondial. Il sera considéré comme le favori de l'épreuve pour sa première sur le tournoi. L'Américain veut gagner pour préparer le futur Ryder Cup qui se tiendra sur le même parcours. Une décision qui pourrait ravir le capitaine de l'équipe américaine, Jim Furyk. On l'écoute. Il a compris qu'il y avait des choses à mettre en place, des stratégies à faire pour préparer notre corps et notre jeu à la saison. Évidemment, la Ryder Cup pour moi, mais il y a d'autres tournois jusqu'à la Ryder Cup. J'ai essayé de faire le meilleur planning pour ma part. Du côté des Français, le numéro 1 tricolore Alexander Lévy, 27 ans, va tenter de décrocher sa qualification pour la Ryder Cup 2018 en remportant son premier Open de France. Pour mettre toutes les chances de son côté, le Varois a analysé le parcours. On écoute sa réaction. On a passé 6 heures sur le parcours, à vraiment essayer de le planifier au mieux, de mettre plein de stratégies et pouvoir bien m'entraîner à jouer intelligemment ce parcours. Il y a également sur le parcours les 2 Espagnols, John Ram et Sergio Garcia, ou encore le fantasque anglais Ian Poulter. Plus de 40 000 personnes sont attendues pour observer ces champions. Quand on voit ce plateau d'exception et cet enthousiasme, peut-on se dire que cet Open de France est le plus beau de l'histoire ? C'est la question sur ce thème. Est-ce que c'est le plus beau de l'histoire ? Oui. Vous êtes unanime sur la question. Pierre Chevalier, pourquoi ?
Pour 3 raisons. Vous y étiez juste avant de venir sur cette émission. J'en viens et j'ai vu le golf national frémir au début de cet Open, et puis c'est de bon augure pour la Ryder Cup. Alors pour quelques raisons. La première, c'est que sportivement, on a rarement eu un plateau aussi relevé, c'est-à-dire déjà avec quelques Américains présents. La plupart des Français, parce qu'il y a 11 Français présents, des Anglais, des Européens, des Espagnols, et tous ceux qui viennent se tester au golf national à Albatros avant la Ryder Cup. Techniquement aussi, c'est-à-dire sur le terrain, je connais le golf national depuis quelques années. Pour l'avoir joué, il m'a martyrisé plus d'une fois. Et là, il est dans des conditions absolument fabuleuses pour les joueurs professionnels. Pour vous envoyer des amateurs comme nous sur le terrain, je pense qu'on prend un bouillon monumental. Parce qu'en plus, il a été rendu un petit peu plus étroit. Les greens sont évidemment extrêmement rapides. Donc c'est vraiment extrêmement bien préparé pour les pros et évidemment à l'horizon de la Ryder Cup. Puis la dernière raison, je pense, c'est en termes d'organisation. Puisqu'on est dans une année de Ryder Cup, c'est une répétition générale, donc il y a un peu plus de moyens qui sont mis sur différents aspects. Donc pour ces trois raisons-là, oui, ça ressemble à au moins une très belle édition, voire la plus belle édition qu'il ait été donnée, au moins au golf national, puisqu'il s'est joué ailleurs dans l'histoire, mais sur le golf national, en tout cas, ça promet d'être une très belle édition. Raoul, vous êtes d'accord avec Pierre Chevalier ? Moi, j'ai pas eu la chance de m'y rendre, mais je peux que confirmer le propos de Pierre, à savoir que là, forcément, pour 2018, là, avec la Ryder Cup, la France est mise sur le toit du monde du golf mondial. Donc, tous les projecteurs et tous les moyens sont mis en place en France pour que les événements soient d'une envergure sans précédent. Donc, voilà. Moustapha. Pas mieux du fait des acteurs, pas mieux du fait de la technique, pas mieux du fait... Après, la question, c'est est-ce que c'est le plus beau de l'histoire ? C'est pour ça que je dis pas mieux, parce que c'est le plus beau, c'est ce qu'ils ont dit. Mes camarades, et pour les avoir bien écoutés, Michael, contrairement à vous, pour les avoir bien écoutés, j'ai cru comprendre qu'ils avaient dit que c'était le plus beau de tous. Et je confirme, par les acteurs, par la technique, par les installations. Et puis encore une fois, on a en vue la Ryder Cup. Mais moi, il y a un autre argument pour lequel je considère que c'est le plus beau, de toute façon. C'est que c'est celui qui est en présence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est là devant nous, ce qui m'intéresse, moi, c'est par définition toujours le dernier. Comme c'est la plus belle coupe du monde de football qu'on aura cette année, comme ce sera le meilleur Ryder Cup qu'on ait jamais eu de tous les temps. Je m'intéresse toujours aux événements présents. J'aime bien le passé, j'aime bien regarder un peu ce qui s'est passé, mais pour le coup, je reste fixé quand même toujours sur l'avant. Donc je souscris techniquement sur ce qui a été dit, mais en plus, c'est celui qui est à venir, c'est celui qu'on va vivre, donc par définition, c'est le plus beau. Oui, puis on est toujours en admiration et en attente de ce qui se passe à côté de chez nous, avec des personnes potentiellement qu'on connaît ou qu'on a pu croiser, et c'est là, c'est juste là. Allez-y, Pierre. On peut rajouter aussi qu'il y a un phénomène d'attractivité qui est assez impressionnant, et par rapport aux éditions précédentes, ne serait-ce que les 3 ou 4 précédentes, le public a répondu présent. Ce matin, donc là, il y aura 40 000 personnes sur toute la compétition, pas par jour. Voilà, et configuration Ryder Cup, c'est jusqu'à 60 000 personnes jour, ce qui sera la plus grosse affluence sur une Ryder Cup dans l'histoire. Mais ce matin à Guyancourt, il y avait énormément de monde. Alors c'est vrai qu'avec la partie de Lévy et de Fleetwood et de Thomas qui part à 8h, il y avait déjà du monde à 8h, et ça fait plaisir à voir. C'est-à-dire qu'en gros, il y a du monde sur les buts du national. Mais puisque l'émission, c'est Si on parlait sport, de plus en plus, les événements attire du monde. C'est-à-dire que la Coupe du monde de football attire de plus en plus de téléspectateurs, de plus en plus de monde dans les stades, de plus en plus pour l'Open de France, de plus en plus, j'espère, pour la Ryder Cup. Mais c'est vrai également quand on a des grandes compétitions équestres ou quand on a des compétitions, encore une fois, qui sont bien organisées. De plus en plus, on a du monde à aller vers le sport. Alors, quand même, c'est pour ça que je fais un point particulier sur votre émission, c'est que votre émission, elle parle sport, elle attire du monde vers le sport, mais elle reste quand même sur l'idée que le sport, c'est important d'abord pour son physique et son bien-être. Hélène, une petite question quand même. On aurait pu espérer voir un Tiger Woods, un joueur ultra médiatique, ou un Rory McIlroy. On ne l'a pas sur cette Open de France. On a Justin Thomas, qui est certes talentueux, mais qui n'est pas forcément connu du très grand public. C'est peut-être une déception ?
Oui, après, évidemment qu'avec Tiger Woods ou autres grands joueurs, c'est des têtes d'affiche énormes qui ont le côté glamour, qui ont le côté qui attire vraiment le regard, qui attire du public, etc. Maintenant, c'est quand même, on a quand même des joueurs qui sont talentueux, on a des espoirs aussi, donc c'est une autre façon d'intéresser. Voilà, c'est vraiment une autre, peut-être moins tape à l'œil, mais plus dans la découverte du sport, Ils n'ont pas mis assez de blé sur la table pour qu'ils viennent, tout simplement. Il avait un autre rendez-vous. Voilà. En donc, parallèle. À un moment donné, on va chercher là où il y a du pognon aussi. Raoul, il y a peut-être une déception là-dessus, sur Tiger Woods qui n'est pas venu au Golf National. Il n'est pas venu depuis 1994 et un championnat du monde junior, amateur. Oui, mais donc, dans ces cas-là, j'imagine que c'est aussi un problème de dotation. Je pense qu'à partir d'un calendrier dotation. Dotation qui est quand même à 7 millions de dollars cette année. Un sportif de haut niveau accompli est indéniablement un homme d'affaires et fait des choix financiers. Et ça, ce serait mensonger et hypocrite que de le négliger. Donc j'imagine que c'est aussi la réalité du sport de haut niveau. Il faut dire qu'on le verra à la Ryder Cup, on le verra en septembre, soit vice-capitaine, voire éventuellement, il peut être encore dans les clous pour être joueur. Bon, c'est plus difficile, mais on le verra de toute façon, et ça c'est une bonne nouvelle pour le golf mondial, français d'abord, mais pour le golf mondial. Mais pour finir sur ce sujet, c'est un plateau qui est homogène. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de têtes d'affiche. On n'a effectivement pas tous les porte-drapeaux, mais on a quelques Américains, quelques Européens bien placés, les Espagnols, les Français sont tous là. Et d'ailleurs, Victor Dubuisson, sauf Dubuche, qui a eu des soucis de santé, qui a mis sa carrière sa saison entre parenthèses. Mais effectivement, sa carrière également entre parenthèses. Peut-être lapsus révélateur, mais il y a suffisamment de monde et d'ailleurs tout le public répond présent. Et en tout cas, ça frémit fortement pour cette année de golf. Dernière question sur cette thématique. Est-ce que vous avez le sentiment, Pierre Chevalier, de sentir un engouement plus grand avec les médias, avec tout ce qui est retombées médias dans les journaux, sur les plateaux télé? Ça vient, c'est-à-dire qu'en gros c'est un travail de longue haleine qui a démarré pour le golf il y a une dizaine d'années, on va dire. L'Open de France a déjà participé largement à pouvoir attraper quelques champions qui viennent à Guyancourt, et c'est vrai que ça donne un certain nombre de retombées médiatiques. On est encore loin du compte par rapport à des sports grands frères comme le foot ou le tennis par exemple, on est vraiment très loin du compte, mais sur une année où on a justement 2 événements majeurs en France, en Île-de-France, que sont l'Open et la Ryder, on a une occasion unique de frapper fort, et puis avec un horizon 2024 avec les JO qui seront joués au même endroit, on a une fenêtre qu'on n'a jamais eue et qu'on n'aura sûrement jamais justement pour parler du golf. On continue à parler de l'Open de France de golf. Si l'édition de cette année s'annonce superbe, l'édition de l'année prochaine pourrait faire redescendre sur terre tous les organisateurs. Selon plusieurs rumeurs, le sponsor principal, H&A, devrait se retirer dès 2019 pour des raisons financières, 1 an plus tôt que prévu, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le statut de Rolex Series de l'épreuve. Mais pour l'instant, rien n'est confirmé. Nous avons eu l'interview de Paul Hermitage, le directeur du Golf National de Saint-Quentin-Yvelines. C'est une rumeur. Nous, on est concentrés et focalisés sur cette année. On a une magnifique météo jusqu'à dimanche soir. On a des préventes billets fantastiques. Donc, on va laisser la rumeur à la rumeur et puis vous poserez la question là où il faudra. Alors, le tournoi qui était doté de 3 millions d'euros, dont 500 000 euros pour le vainqueur, a vu sa dotation passer à 7 millions de dollars en 2017. La question sur ce thème, le tournoi est-il menacé ? Pour Paul Hermitage, on ne sait pas encore. Vous êtes partagés. On fait un petit duel entre Mustapha et Pierre Chevalier. Mustapha, est-ce qu'il est menacé ce tournoi ? Pour moi, il ne l'est pas. On vient de le dire à l'instant. Il y a de plus en plus d'événements qui sont ultra médiatisés, et en plus c'est des éléments qui s'auto-alimentent. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de télé qui s'intéressent au golf, qui est relativement bien télégénique. On a de plus en plus de monde, donc du coup ça alimente les télés alimentent le monde. Donc par définition, ça ne peut qu'attirer du sponsoring. C'est juste le phénomène, entre guillemets, de business qui fonctionne comme ça. Donc pour moi, il ne peut pas être menacé. C'est-à-dire que c'est un tel événement, c'est quelque chose qui est tellement ancré maintenant, qui est en devenir et qui est en train de progresser, comme on l'a dit tout à l'heure. Par définition, le sponsoring suivra et le public et les médias. Donc il ne peut pas être menacé. Simplement, on a un partenaire, à mon avis, qui doit être en train de négocier. C'est toujours pareil, on est dans la négociation. Ici, c'est si on parlait sport, souvent c'est si on parlait pognon. Les choses vont souvent de pair à ce niveau-là. Donc là, on est purement dans une négo.
Voilà, donc le sponsor dit, moi il me faut peut-être, je sais pas, moi il y a des doléances au niveau du sponsoring. Après il peut avoir un souci lui-même de pognon et auquel cas il préfère le mettre ailleurs. Mais moi je suis totalement à l'aise. Si c'est pas lui, ça sera un autre. Menacé, non. Il peut avoir un autre contrat de sponsoring de cette envergure-là. Il peut y avoir, bien sûr. Enfin, je veux dire, il y a des tas de marques qui sont intéressés par des événements de ce niveau-là. D'autant plus que quand on disait tout à l'heure, merci pour le grand frère, des sports frères, entre guillemets, il y a très très peu d'événements. Pour les amateurs de golf, il y en a peu au regard du nombre de matchs de football, au regard du nombre de matchs d'autres sports. Donc il y en a tellement peu que ça se concentre. Pour moi, il y aurait un intérêt à ce que ça soit le même qui reste par définition, auquel cas il serait plus menacé, voire à d'autres de rentrer, bien sûr. Il y aura des entrants. En tout cas, c'est le pari que je fais. C'est pour ça que la seule menace qui peut peser avec le retrait d'Achenet, ça peut être on va dire un volet médiatique. C'est-à-dire que si le tournoi n'est plus estampillé Rolex Series avec sa dotation, on risque de ne plus avoir. Rolex Series, ça place l'Open de France dans les meilleurs tournois européens. Dans le calendrier mondial où les meilleurs jouent. Donc là, on n'aura peut-être plus les Américains, déjà qu'on n'en a pas forcément beaucoup chaque année, mais on n'en aura peut-être plus. Mais le tournoi, Thomas, on ne l'aura plus. Viendra plus forcément parce que ça sera plus sur ces tablettes importantes de l'année. En revanche, le tournoi qui fête son 102e anniversaire cette année est le plus vieux de l'Europe continentale, a une certaine histoire, une certaine assise. Il a inscrit aussi l'histoire du sport, du golf amateur, et notamment avec un système de qualification de tous les amateurs et les pros français qui pourraient à ce moment-là revenir s'ils n'étaient plus estampillés Rolex Series. Il y a plein de moyens qui existeront en dehors de trouver un nouveau sponsor qui ne mettra peut-être pas 7 millions sur la table, mais peut-être un petit peu moins et qui suffira largement à organiser un beau tournoi. Il y a plein de moyens de faire en sorte que ce tournoi ne meure pas parce qu'il a une histoire, il a une âme, il a désormais un stadium fantastique qui va être reconnu mondialement par l'Open, par la Ryder Cup et par les JO en 2024. Donc, encore une fois, on a quelques belles années devant. Donc, vous êtes plutôt optimiste? Plutôt optimiste, oui. Là, Achenet, a priori, a misé pour voir sur 2 années, a acheté les 2 années juste avant la Ryder Cup. Ça ressemble vraiment à un coup de pub en étant présent jusqu'à la Ryder Cup. Une fois la Ryder Cup terminée, on prend ses clics et ses claques et on passe à autre chose. Peut-être trouver un autre partenaire sur ce théâtre international. On est vraiment dans les blockbusters du sport. On l'a vu également dans l'automobile. À un moment donné, il y a eu des intérêts qui ont été menacés dans le sport automobile en France. Ils se sont retirés, mais à un moment donné, la France reste une place importante. Et pour ça, je ne peux pas imaginer qu'il soit menacé. Maintenant, c'est un coup dur, on est d'accord. C'est un coup dur. Raoul, vous qui étiez partagé, qui vous a convaincu? Pierre ou Mustapha? Mais je rejoins Pierre parce que finalement il a répondu rouge, et puis pour finalement quand même avoir un propos assez partagé. Je pense que quand les événements de cette envergure, c'est quand même une plateforme médiatique non négligeable, donc ça peut intéresser d'autres firmes que Achenet. Je crois en plus que c'est des questions qui se sont posées. On en a vent dans les médias maintenant, mais il y a des articles sur Achenet déjà depuis le mois de mars d'une dette de 100 milliards d'euros. Donc c'est un groupe qui est déjà en difficulté. Donc j'imagine que il y a déjà 100 milliards. 100 milliards de dettes, ouais. Ah, ça fait une somme, là. C'est dans les médias, voilà. Donc, moi, pour prendre l'exemple de l'équitation, pendant 50 ans, le circuit Coupe du Monde était sponsorisé par Rolex. Quand ils se sont séparés, pareil, il y a eu une grosse hécatombe médiatique. Et puis finalement, dès l'année qui a suivi, le partenariat avec Longines s'est très très bien passé. Et le circuit n'a fait qu'évoluer. Donc, c'est changé un peu une certaine organisation, un peu une tradition de travailler toujours avec les mêmes. C'est ça, voilà. Ouais. Donc c'est un peu. Ouais. Non, mais en fait c'est changer des idées qu'on a. C'est la 2e année. C'est la 2e année. Oui, je pensais que c'était des partenaires. Non, c'est pas historique. D'accord. Et il devait rester une année de plus. Il avait signé pour 3 ans à la base. Ouais, ça change quelques données. Justement, il n'y a pas peut-être ce côté Ryder Cup qui va se dérouler au mois de septembre. Et du coup, le groupe Achenet ne trouve pas forcément d'intérêt à poursuivre l'aventure juste derrière. Si on prend le point de Raoul, il y a déjà une dette, donc on a un petit peu cassé le porte-monnaie pour s'offrir le parcours de l'Open de France pour la Ryder Cup 2018. Et une fois qu'elle est passée, merci, au revoir, on récupère tout, on s'en va. Hein. Ouais.
Vous trouvez ça choquant ou pas, Mustapha? De quoi? Que le groupe HNE quitte l'Open de France avant la fin de son contrat. Non, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Moi, je disais qu'il n'y a rien de menaçant pour le tournoi. Ça sera eux qui continueront s'ils y trouvent un intérêt. Ça sera d'autres qui viendront d'office parce qu'il y a un intérêt. Il n'y a pas suffisamment de choses. Mais est-ce que c'est fair play? Est-ce que c'est fair play? Maintenant, c'est toujours pareil. C'est contractuel. Donc, ils se sont engagés pour 3 ans. Donc, je ne peux pas imaginer qu'ils se retirent avant. Je pense qu'il y a des clauses de pénalité. Enfin, je veux dire, moi, je connais pas le contrat. C'est du poker. À mon avis, c'est vraiment un jeu de poker. Je vous dis, on est en pleine négo, donc ça, chacun joue Fourbi César. Voilà. Maintenant, rien ne me choque parce que, encore une fois, faut bien voir que le sport cherche ses marques. Donc, c'est le sport qui court après les marques, et les marques ont besoin de s'adosser au sport. Donc, c'est des compagnons de route. Donc, rien ne me choque. Ce qui me choquerait, c'est qu'on ne parle plus du sport amateur, ce qui n'est pas le cas de TV 78, et je le dis encore merci, Mustapha. Voilà, et en ce moment, c'est pas forcément que le football. Dernière question, que doit faire la Fédération française de golf, à votre avis, Raoul? Ils doivent tout de suite trouver un nouvel investisseur pour garder le statut de Rolex Series pour l'année prochaine? À votre avis? Des événements comme ça, de toute façon, est-ce que la... D'abord, je suis assez surpris de la question parce que je ne pensais pas que sur des événements aussi... je pensais que c'était plus du ressort du privé, que la fédération n'avait pas vraiment de la fédération signe poids dans le choix. Ah bon, d'accord. Et le terrain de la fédération. Ouais, puis ça engage le golf dans son ensemble. Oui, mais bon, pour moi, c'est la vitrine du golf privé. Pour moi, la fédération intervient surtout quand dans des compétitions où les golfeurs représentent par équipe leur pays, etc. Mais je ne savais pas qu'il y avait un poids. Le PSG, tout ça, c'est privé. Simplement, tu as la FFF quand même. Qui réglemente le jeu, mais je ne savais pas s'il y avait une ascendance sur les événements. Et puis qui rentre dans les contrats. Là, c'est la FF Golf qui signe le contrat, c'est le golf des licenciés, c'est le golf des golfeurs français. Et donc, en tant que propriétaire, elle signe le contrat pour l'Open. Et donc, ils doivent chercher tout de suite un nouveau sponsor, à votre avis? Digérer, parce que c'est assez chaud. Comme dit Mustapha, je pense qu'ils vont profiter de cette année-là, de cette édition 2018 qui est la 102e. Ils auront bien assez de temps pour réagir juste avant la Ryder Cup et pour l'édition 2019. Et une dette, il ne s'agit pas pour autant de couper certains budgets, parce qu'une dette, à un moment donné, il faut aussi retrouver des clients, il faut retrouver un business model qui fonctionne. C'est pas forcément la meilleure façon de... C'est la fin de cette thématique. Mustapha, on passe maintenant à notre rubrique résultats. Nous allons maintenant nous intéresser à la boxe. Un Yvelinois a brillé ce samedi à 23 juin. Le champion olympique des poids lourds, Tony Yoka, originaire de Chanteloup-les-Vignes, a remporté samedi au Palais des Sports de Paris son 5e combat chez les professionnels. En dominant l'Anglais David Allen par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise, le Français de 26 ans gagne pour la 4e fois avant la limite. Une victoire acquise en plein scandale sur ses 3 no-show, 3 contrôles antidopage non effectués. Avec cette frasque, le chouchou des Français après les JO commence à subir ses premières grosses critiques. La question sur ce thème, Tony Yoka est-il en train de perdre l'appui du public? Oui ou non? Alors attends, vert c'est quoi? C'est oui? Vert c'est oui. Ouais. Non. Ah pardon. Vert c'est oui. Vous êtes unanime encore sur la question. Oui. Hélène, pourquoi? Je comprends pas cette image. Il représente quand même certaines règles, etc. Et je comprends pas en fait où est l'intérêt de ne pas se présenter. Ça peut remettre en cause ses résultats, son classement, le fait qu'il soit supporté par tant de personnes. Enfin, pour moi, oui, c'est dangereux. Respect pour vous? Oui, je pense qu'il y a quand même, mais même par rapport au sport, par rapport aux autres sportifs du même, en boxe qui eux se soumettent et au contrôle, etc. Je vois pas pourquoi lui ne le fait pas. Raoul, on s'engage, vous qui connaissez bien le sujet de la boxe. Vous avez répondu oui également. Donc Tony Yoka perd l'appui du public, pour vous. C'est une addition de mauvais facteurs. Pour le public un peu plus large et pas forcément puriste de boxe, effectivement par c'est son côté un peu irrévérent par rapport à ses obligations, qui sont évidemment le fruit de sa médiatisation par rapport aux Jeux Olympiques. On a quand même fait un peu une bête de foire, alors qu'on sait très bien qu'en boxe... alors que c'est différent dans les autres sports. En boxe, quand on est champion olympique, on est loin du compte finalement, parce qu'on est sur le toit du monde amateur, mais il y a encore tout un parcours professionnel ensuite à effectuer. Donc déjà, c'est vraiment finalement récupérer.
avoir une énergie autour de soi et un média qui n'est pas du tout représentatif de la prouesse sportive. Et ensuite, pour les gens qui sont un petit peu plus pointus et férus de boxe, pareil, le choix de ses combats. Tony Yoka, c'est quelqu'un qui, justement, à cause de sa vignette, est très protégé. Et on se questionne beaucoup sur le choix de ses combats. David Allen, c'est surtout un sparring partner en réalité. C'est pas, alors, il est dans le top 100 mondial, certes, mais il passe plus son temps à sparer avec les Tyson Fury, Anthony Joshua, parce que c'est un encaisseur incroyable, qu'un vrai combattant. D'ailleurs, faut regarder le combat, à part quelques crochets du gauche qui sont parfois passés, et encore, Tony Yoka, avec ses 2m1, il tenait vraiment la distance. C'était Tony Yoka contre un sac de frappe, quoi, pendant 10 rounds. Donc là, oui, effectivement, il va commencer à rentrer dans une tourmente. C'est pas qu'il devrait, effectivement, il démarre, c'est ses débuts, il a que 5 combats à son actif. Mais Cyril Léonet, c'était un combat intéressant, là, respectable. Mais sinon, il y a quelque chose d'un petit peu spécial dans ce choix, et il est surprotégé, je sais pas pourquoi. Pierre Chevalier. Je suis un peu comme Hélène, moi j'ai du mal à comprendre chez ces alors, jeunes champions, c'est sûrement pour ça, la manière dont ils se soustraient à leurs obligations. Ils ont attiré la lumière à eux. Il a ce titre olympique. Derrière, après, il y a le côté privé aussi qui prend un petit peu le pas, normal pour tous les sportifs qui sont titrés. Et puis, les règles sont rappelées, elles sont connues. Et il s'en extrait alors qu'il se sait surveiller. Et désormais, en plus, là où c'est pour ça que je réponds oui, c'est qu'il acquiert avec ce titre olympique une image d'icône, d'exemple pour les gamins boxeurs ou pour les gamins sportifs d'une manière générale. Et rater, oublier des contrôles antidopage, ça met automatiquement un peu de suspicion par-dessus ça, et ça froisse l'exemplarité et l'image que l'on souhaiterait avoir chez ces sportifs internationaux. J'ai un peu l'impression qu'on est dans une génération qui a besoin de se faire remettre un peu en place avec une espèce d'autorité, avec une sanction. Un peu. On a vraiment cette impression que soit il y a peut-être un réel problème qui fait qu'il ne va pas au contrôle, soit qu'il a besoin qu'on l'impose, d'une autorité. Mais ce rôle-là, c'est peut-être son entraîneur qui devrait lui mettre la limite, peut-être. Raoul. L'entraîneur, le pauvre, il fait face à tellement on est en 2018, quoi. Je veux dire, le poids du média sur le sport, les rockstars qu'on en fait, alors que l'entraîneur, c'est des gens qui doivent faire, je pense, des dépressions, parce qu'ils sont face à des managers, à des gens qui ne comprennent rien au sport, qui sont des financiers, des caméramans. Il faut voir les salles de boxe de Tony Yoka. Déjà, il est parti aux États-Unis s'entraîner, donc il faut voir on connaît bien la salle de la team Farougia. Vous voyez le côté très intimiste de cette salle de boxe qui produit des champions d'Europe. Ce côté un petit peu authentique. Il y a des salles de boxe avec des projecteurs. Ils sont, je sais pas combien de spectateurs. Ça prend une tournure qui est complètement en décalage avec le sport. Et comment veut-on continuer à en faire des guerriers si derrière il y a toutes des obligations et plein de facteurs qui les écartent de leur performance. Donc ça en fait des gens avec un esprit complètement perturbé. Oui, donc il ne prend pas sa défense, mais il a 26 ans, en plus il est jeune. Ouais, et l'autorité, à mon avis, c'est pas forcément l'entraîneur ou le coach. Je pense que finalement, ça va être malheureusement la fédération qui va arriver avec le poing sur la table en disant on arrête et sanction, ou alors c'est maintenant. Et Moustapha, ça peut lui faire du bien d'être sanctionné à Tony Yoka? Je ne sais pas si ça lui fera du bien à lui, parce que c'est jamais bon de se faire sanctionner. Après tout, il pourrait l'éviter en plus. Mais ça fera du bien à la boxe, ça fera du bien au sport en général, ça fera du bien à l'exemplarité. À un moment donné, il y a des contrôles antidopage. On a changé d'époque. Le dopage, on l'a connu dans d'autres sports. On a vu les ravages que ça fait sur le plan des athlètes eux-mêmes, et en même temps les dégâts que ça fait dans la société et dans le sport en général. Donc ça fera du bien, évidemment, là, à la boxe. Il ne serait pas dopé. Il ne serait pas présenté. Non, mais justement, alors il ne l'est pas. C'est juste cette suspicion par définition quand on s'extrait. Donc à un moment donné, il ne l'est pas, et surtout, c'est pas ici qu'on va dire qu'il l'est non plus. C'est juste qu'on s'en soustrait. On ne se soustrait pas au dopage, on se soustrait au contrôle antidopage, ce qui n'est pas la même chose. Se soustraire au contrôle, c'est pas se dire être dopé. Simplement, je ne comprends pas pourquoi on s'extrait à des règles. Puis de la négligence comme ça. Alors après, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est justement parce que
il vient de l'olympisme, par définition, le sport amateur, le sommet du sport amateur, donc relativement, on va dire, il y a un énorme propre, malaise autour de lui. pour ne pas dire clean, propre. Peut-être qu'il veut se bad-bodiser, le bad boy de la boxe. Donc à un moment donné, c'est je m'en tape des règles, je m'en extrais, je rentre dans un cycle et dans un cercle de gens. Voilà, parce que la boxe c'est un peu sulfureux aussi, donc il faut rester, faut des aspérités. Je sais pas, je crois pas. Là, sur la question, je crois pas. La question se soustraire à l'intérêt du public, on vient de tous y répondre. Ouais. C'est-à-dire que par cet oubli-là ou alors cette attitude-là, si c'est vraiment sciemment, il s'est soustrait à ce genre de parce que c'est un contrôle, milieu donc il n'est plus exempt. Rapidement, Moustapha, il y a un public qui regarde la boxe. C'est pas forcément nous. En tous les cas, moi, je suis pas un fan de boxe. J'aime bien regarder de temps en temps, par exemple, des blockbusters de la même façon, des combats importants. Vous avez vibré sur le titre olympique, par exemple. Voilà, c'est ce que je dis. Mais à un moment donné, il y a peut-être un public où on a envie des fois, dans le foot, on le trouve aussi ça, hein, des mecs qui veulent montrer qu'ils sont un peu bad boy aussi. Donc je sais pas, c'est un positionnement, je comprends pas. Fin du ring. Du round, oui, effectivement, Pierre Chevalier. On passe maintenant à notre rubrique Focus. Un autre Yvelinois était sur le devant de la scène sportive ce dimanche 24 juin en aviron. Le Versaillais Thomas Barouk a décroché une belle 4e place en finale avec son coéquipier Pierre Ouin en 2 couple poids léger lors d'une manche de Coupe du Monde à Linz en Autriche. Ils ont été devancés par les équipages italiens, norvégiens et belges. Les satisfactions sont grandes pour les 2 Français qui n'avaient jamais concouru ensemble en compétition internationale. On écoute la réaction par téléphone de l'Yvelinois à Thomas Barouk. Première finale ensemble. Ça reste quand même vachement positif, même si on est les premiers à être déçus, à être frustrés de faire 4 plutôt que de monter sur la boîte. Après, voilà, il y a moins d'1 seconde avec la médaille, avec la 3e place. On aurait fait médaille sur notre première sortie internationale. Tout le monde aurait été en train de dire c'est formidable. L'équipage français termine donc 4e de cette course après avoir été 2e pendant plus de la moitié de l'épreuve. La question sur ce thème, est-ce que c'est une déception de finir 4e? Quand on entend toute cette histoire, oui, non? Oui, c'est vert. C'est toujours cette question en fait. Oui, c'est vert. Rouge, c'est non. Un petit duel entre Hélène et Raoul? Hélène. Je pense que c'est toujours une déception de ne pas être sur un podium quand on va par là. Donc c'est pour ça que je réponds oui. Maintenant, leur première... c'est leur première course internationale. Voilà, leur première course. Et puis en équipe, vraiment ensemble, le résultat est quand même tout à fait honorable. Donc la déception, elle est juste de ne pas être sur le podium. Maintenant, ils ont quand même montré qu'ils étaient capables. Et je pense que sur d'autres courses à 2, maintenant, voilà, pour avoir vu qu'ensemble ça fonctionnait... ils peuvent quand même se rassurer et se dire qu'ils ont quand même assez performé sur cette course-là. Après, c'est assez mitigé. Raoul. Nouveau binôme, étape internationale, 4e. Je vois pas où la déception. Non, pour moi, il y a une performance. J'imagine qu'ils se connaissent, mais c'est la première fois qu'ils s'illustrent à l'international ensemble. Je vois pas comment. Je peux pas répondre de manière plus précise que ça. Pour parler sport, comme le faisait Moustapha, il y a en gros, en France, Moustapha parle toujours de sport. En France, on tape de toute façon sur tout ce qui va jamais, sur tout ce qui va mal. Alors que quand il y a des performances, ok, c'est au pied du podium, mais c'est une 4e place pour un binôme qui vient de se constituer. Ils étaient pas loin quand même. Et en plus, ils étaient pas loin. Ils étaient 2e pendant la majeure partie de la course. En gros, il faut les encourager. C'est hyper encourageant de voir un binôme comme ça qui se constitue. Est-ce qu'ils vont rester ensemble? C'est tout ce qu'on leur souhaite. En tout cas, c'est prometteur. Première finale ensemble, voyons le positif, le verre à moitié plein et plein badin, on y va quoi. Moustapha. Moi je réponds toujours aux questions. La question c'est est-ce que c'est décevant? En tous les cas, est-ce que c'est pour eux une déception? La réponse c'est oui. Quand on fait tout pour être premier et qu'on ne l'est pas, c'est une déception. Donc je réponds à cette question par l'affirmative, ça me paraît évident. Mais quand je vois le nombre de gamins déçus par leur performance, on le voit bien à la sortie des terrains, la sortie de tous vos événements, la déception, sauf qu'elle fait partie intégrante du sport. Par définition, c'est ce qui permet de faire grandir. Mais pour répondre à la question, c'est évident. Et quand on regarde les images... Ils terminent quand même derrière les meilleurs mondiaux, les Italiens, les Norvégiens, les Belges. Quand on regarde les images, on a besoin de la photo, parce qu'on voit bien qu'ils n'en font pas grand-chose. Donc oui, pour répondre à la question, la réponse est évidente, parce que la déception, c'est terrifiant quand on passe des compétiteurs qui parlent. Voilà, après, quand c'est un sportif... Donc là, mais c'est
inhérent au sport, c'est consubstantiel au sport. Raoul, est-ce que ça leur permet aussi peut-être de rester cachés face à la concurrence, cette 4e place? Moi, je pense pas parce que comme le disait Thomas Barouk, s'ils avaient fait tout de suite une première place ou une deuxième place, la concurrence les aurait attendus sur chaque compétition. Non, je crois pas parce que c'est bon d'être, c'est bon d'être redouté quand on est sur une lancée, quand on domine. Ça enlève en peut-être général un dans un petit sport. peu de pression peut-être aussi vis-à-vis des médias. Mais la réussite en supprime de la pression. Ah, ok, il y a certaines attentes ensuite, mais je pense que non, la réussite crée la réussite et je crois que d'arriver dans une compétition en étant redouté, ça crée un ascendant. Donc, Ils ont quand même pour objectif d'aller aux Jeux Olympiques. Hein. Ouais. Quitte à ramer, je ne vais pas dire, mais il y avait un tout petit coup de rame en plus. Ils étaient 3e sans le faire exprès, donc c'était quasiment une stratégie d'être 4e de si près. Non, quand on veut pas se faire voir, on se met carrément à l'écart. Hein. Pour le coup, on arrête de ramer. On referme cette thématique. On ouvre notre page débat. Première finale. Nous allons maintenant nous intéresser dans notre débat au cyclisme. Les championnats de France sur route sont organisés jusqu'à ce dimanche 1er juillet à Mantes-la-Jolie. 40 000 spectateurs sont attendus sur les routes pour le retour de cette compétition. Dans les Yvelines, il y aura 620 coureurs engagés. Pour résumer, c'est l'un des rendez-vous de l'année pour le cyclisme français. Petite différence pour cette édition 2018 par rapport au précédent rendez-vous. Le programme a été bouleversé et notamment le dimanche avec un départ à 8h45 pour l'épreuve en ligne homme au lieu de 11h. La raison, la Coupe du Monde de football. Les diffuseurs pensent que cette programmation est plus judicieuse pour l'audimat. La question sur ce thème, est-ce que vous trouvez cela logique? Oui ou non? Yes. Vous êtes tous unanimes. Moustapha, faut on savoir voit très enthousiaste. Non, mais il faut savoir ce qu'on veut. Autour de cette table, j'entends souvent des gens qui disent voilà, on n'a pas de visibilité sur notre sport. En clair, les mecs de la pétanque, on voit que des foot. Nous, la pétanque, on aime la pétanque. On ne voit pas la télé. Pourquoi est-ce qu'on voit que des footeux et pas des pétanqueux? Bref, les gens se plaignent de pas d'avoir de visibilité. Sauf que quand il y a un événement qui écrase comme ça, c'est juste qu'il y a un attrait. Il y a un attrait pour le public, il y a un attrait pour les annonceurs. Ça marche ensemble. Donc, par définition, ça écrase. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, il y a possibilité de décaler pour être un peu visible. Prenons l'opportunité parce que par définition, ils ne seront pas du tout si c'est télescopé. Donc l'idée est pour moi, par définition, judicieuse, même si éventuellement on pourrait regretter que les gens ne regardent pas plus le cyclisme que le football, ou qu'il n'y ait pas plus de monde à regarder le cyclisme que le football. En tout cas, pas cette épreuve-là, peut-être plus le Tour de France. Pour le Tour de France et pour la Coupe du Monde, donc ça se télescope. Donc la question est de savoir si effectivement on peut laisser encore un peu de place, auquel cas on s'organise et on le décale. Je le déplore, cette idée selon laquelle il y a beaucoup de gens, beaucoup d'argent dans le foot plus que les autres sports, parce que moi mon histoire c'est le sport en général, mais il se trouve que faut pas être hypocrite. Quand à un moment donné il y a un sport qui écrase les autres, faut trouver des solutions. Donc pour moi c'est une solution. Donc c'est une solution. On peut le déplorer. Hélène, vous êtes d'accord ? Oui, moi, c'est ce que je viens de dire. Je pense qu'il faut être intelligent dans l'organisation pour que tout le monde puisse un peu profiter des différentes manifestations. Maintenant, c'est assez compliqué de décaler des matchs en Coupe du Monde. Je pense qu'un départ à vélo, c'est quand même un petit peu plus... Un championnat de France sur route. Voilà. C'est je moins pense que prestigieux. c'est pas que c'est moins prestigieux, c'est que c'est plus facile de le décaler d'une heure, 2 heures, voire même d'une journée. Donc après, il y a également le Tour de France aussi qui a été décalé d'une semaine. Alors ça c'est un peu, on va voir les puristes qui vont râler un peu parce que c'est la tradition, mais voilà. Super. De toute façon, on est dans un cas de figure où le sport le plus populaire occupe la scène médiatique, c'est le football. Déjà, c'est le plus populaire d'une manière générale. Là, en période de Coupe du Monde, il reste plus grand-chose. Donc, c'est occuper l'espace et les places qui restent. Là, c'est à la fois intelligent et logique d'essayer, comme disait Moustapha, de pouvoir se garder une toute petite part du gâteau dans ce qui reste et d'avoir un tout petit peu de visibilité. Au contraire, dans une période où on parle de sport en général, pour reprendre votre expression. Donc, on est dans une actualité sportive assez riche, très très riche. Si on arrive à caser tous les événements, il y aura de toute façon un tout petit peu de retombées, un peu plus importantes que d'habitude sur le cyclisme, par exemple, sur les championnats de France, que s'ils avaient été au milieu de nulle part, juste avant le Tour de France, et sans Coupe du Monde de foot. Là, au moins,
Là, tous les médias et tous les médias sportifs, notamment, parlent de sport. Ça peut être que positif quand on arrive à trouver un créneau. Mais là, autour de cette table, on parle de sport depuis tout à l'heure, enfin d'audimat, mais on ne parle pas forcément des sportifs, justement, parce qu'à 8h45 du matin, se lancer sur une course, c'est pas forcément évident, hein, Raoul. Hein. Oui, je m'attendais à, si j'étais interrogé, justement, soulever un petit peu l'effet des modifications de calendrier sur savoir si ça a un effet direct sur le fonctionnement des sportifs. Les sportifs vont devoir se lever forcément plus tôt pour participer à cette compétition. Si ce sont des choses qui sont sont prévues à l'avance en amont, voilà, on modifie son rythme, les temps de repos, le sommeil, etc. Et ça se met en place. Quand ça doit se jouer dans des pays où l'altitude est telle qu'il faut se préparer différemment. Donc à un moment donné, vous le savez, en amont, vous vous y préparez. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que tous les coureurs sont soumis à la même rigueur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont tous se lever tôt. Donc à un moment donné, ça départage. Ça créera. C'est pas un mauvais horaire. Non plus. À mon avis, c'est beaucoup plus tôt les cyclistes. Toujours pour parler organisation, voire business, c'est vrai que les sportifs de tout sport sont amenés à changer leurs horaires en fonction des heures de diffusion. Donc les footballeurs le font, les golfeurs de l'Open sont ceux qui partaient à 8h ce matin, ils ont dû se lever à 5h. Donc tous doivent s'adapter aux horaires de diffusion. Mieux les cyclistes. Ça sera pas une excuse. Mieux, qui réussira pas sa course. Encore une fois, c'est équitable. Tout le monde est logé à la même enseigne. Mieux, Michael. Vous connaissez la vallée de Chevreuse, les cyclistes aussi. C'est pas à 17h qu'on les trouve, hein. C'est plutôt le matin très tôt. C'est l'inverse, c'est qu'on a fait en sorte que les cyclistes soient donc ça peut limite les aider, selon vous. C'est la télé qui a voulu que les cyclistes se baladent sur les routes jusqu'à 17h30, parce que ça fait toutes les après-midi à la télé pour les sponsors. Bref. Sinon, les mecs, c'est plutôt très tôt qu'ils font du vélo. Donc, c'est un avantage, selon vous. Pour moi, c'est ni un avantage, ni un handicap. C'est vrai pour tout le groupe. C'est juste que pour la visibilité, il faut bien qu'on trouve une solution. Comme tu le disais, c'est compliqué de bouger la Coupe du Monde. Ça fait un peu des dieux et on fait ce qu'on veut, mais non. Non, mais la Coupe du Monde, j'entends tous les pays, hein, j'entends pas le foot, parce que beaucoup de respect pour les cyclistes, pour le sport en général, donc... On continue justement à parler de la Coupe du Monde de football. Des milliers de supporters français vibrent en ce moment pour l'équipe de France et pour les autres équipes également, hein, Mustapha. Il n'y a pas que l'équipe de France. Parmi eux, des hommes politiques. On va aller du côté de la mairie de Bois d'Arcy où Philippe Bennassaya est un grand fan de football et du PSG. Regardez. J'ai pas grand-chose, c'est vrai, mais j'ai des choses qui me tiennent à cœur, notamment... je ne sais pas si je vais me faire des amis, mais le maillot du PSG et le drapeau du PSG, c'est une vieille passion. Alors pour lui, la politique peut s'apparenter au sport. Écoutez son analyse. Il y a des bons côtés dans les deux et des mauvais côtés dans les deux. Je m'explique. Il faut travailler en équipe, en général, au foot et en politique, mine de rien. Il faut quand même travailler en équipe. On ne peut rien faire, par exemple, dans un projet municipal si on n'est pas tous ensemble. Il y a aussi les individualités dans le foot, il y a des individualités dans la politique aussi. Et puis il y a l'obligation de résultat. Hein. Je pense que dans les deux cas, il y a une obligation de résultat, tout en respectant les uns et les autres. La question sur ce thème, le sport et la politique sont-ils compatibles ? Le sport et la politique sont-ils compatibles ? Vous votez, oui ou non ? Mais compatible. Oh là là, Mustapha, il faut se mouiller. Ouais, il faut se mouiller. Donc, non, pas de duel. Vous ne cherchez pas le duel, Hélène, aujourd'hui. Mustapha, on vous a vu quand même un peu hésiter. Ben ouais, parce que, encore une fois, c'est la définition des mots. C'est compliqué. Quand on parle de politique, on bascule souvent dans le côté politicien. Donc l'idée selon laquelle la politique s'immisce dans le sport, etc. En réalité, le sport est compatible avec la politique. Le sport est compatible avec la vie en général, puisque c'est par définition ce qui nous fait du bien au corps et à l'âme. Donc maintenant, si on commence à faire le lien entre les deux, ouais, quand j'entends Cohn-Bendit parler foot et politique versus Mélenchon parler foot par rapport aux Allemands, par exemple, et que la politique rentre dans ces dimensions-là, ça pue. Ça vous gêne ? Moi, ça me gêne. Clairement, ça me gêne. Premier point.
Ça me gêne. Parce que si on commence à dire je suis content que les Allemands soient sortis parce que Merkel, ceci, cela, c'est juste que je comprends pas. C'est tellement irrévérencieux par rapport au peuple allemand d'une part et par rapport au foot en général et au sport. Donc ça me gêne. Parce que comme Bénédicte, du coup, répond peut-être que le Venezuela aurait pu faire mieux, etc. Enfin bon, ça prend des proportions pas possibles. Donc cette dimension-là me gêne. Ensuite, la deuxième dimension qui me gêne, c'est en tant que président d'honneur d'un club de foot de sport, c'est de voir autant de gens utiliser le sport. Alors, l'utiliser en tant que club amateur, c'est de dire, il y a des gens qui prennent des présidences pour accéder à la mairie. Ceux qui le veulent réellement, ceux qui ne le font pas pour ça, mais à qui on dit, je pense qu'il a une visée politique parce qu'il s'occupe d'un club de foot. Donc, ce mélange des gens me pose un vrai problème. Parce que je considère ce qui est important, c'est quand on est dans son objet. Le sport a son objet. L'objet, c'est le bien-être personnel, donc le corps et l'esprit. Et c'est ça l'objet. Après, c'est la technique du sport qui rentre en jeu, donc le foot, la pratique des uns et des autres, avec des performances, des résultats, des championnats, etc. Mais ça entre guillemets, c'est complètement dans son objet. Donc il n'y a pas de raison qu'on mélange. Simplement, je le dis aussi, mais le problème, c'est que ça fait partie de la vie. D'abord, on s'en inspire du foot parce que c'est des valeurs. Or, les valeurs du sport sont bonnes également pour la politique, pour la société en général. Il le disait dans son interview. Voilà, c'est pour ça que je dis, c'est très compliqué comme question. De façon politique et politicienne, ça me pose un problème. Sortir de l'objet sport pour en faire quelque chose quasiment un intérêt personnel et politique, ça me gêne aussi. Maintenant que le sport apporte ses valeurs, parce que la société en a besoin pour la citoyenneté, pour l'éducation de nos enfants. En ce sens-là, le sport est un prétexte et donc c'est très très bon pour le vivre ensemble par définition. Pierre Chevalier. C'est la formulation de la question qui m'a posé un problème sur le côté compatibilité. Ce qu'il faut rappeler ou dire, c'est qu'il y a un pouvoir absolument énorme sur l'aspect populaire du sport. Il y a un bon résultat, je me rappelle de 98 bien évidemment, un bon résultat d'une équipe nationale et on gagne 3 points de confiance pour les ménages et pour des années, pour des mois entiers. Donc ça à Jacques Chirac notamment. Par exemple, on voit les images de Jacques Chirac. Par exemple, il ne connaissait pas les noms des joueurs de l'équipe de France, mais il était dans le process général et dans son côté bonhomme et bon enfant et extrêmement jovial. 98, après, ça a emmené une vague de bien-être et de bonheur. Qui gêne peut-être Moustapha, c'est le côté récupération politique. C'est le mot, parce que justement, effectivement, on se place, on se replace, on récupère à son propre profit, localement ou nationalement, les résultats d'une équipe sportive. Après, on a quand même, derrière la bannière actuellement de l'équipe de France, on a quasiment toute la population. Même ceux qui ne sont pas grands fans de foot, on espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Quand ils font 0-0 contre le Danemark, après un match insipide, on est tous un petit peu sur notre faim et on voudrait qu'ils fassent mieux. Donc c'est le côté compatible me pose un problème. Il y a automatiquement des rapports et qui peuvent être négatifs ou positifs vu la puissance populaire et la puissance sur le mental et le moral que peut avoir tout sport sur la population française, par exemple. Raoul, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, je vais soulever 2 points. Le premier point un peu plus bref. C'est possible, vous avez voté vert. Oui, parce que, alors, il est évident que la pratique du sport, elle doit être complètement apolitisée. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et surtout, effectivement, je dénonce ces prises de position par intérêt et ces fausses implications des politiques au sein de quelque chose justement aussi sain et pur que le sport. Selon vous, on doit cacher peut-être ? Non, par contre, je pense que le sport et la politique sont évidemment indissociables, et encore plus à l'échelle municipale, puisque c'est un maire qu'on voyait sur le reportage, parce que les filières sportives, les fédérations sont des institutions publiques et elles sont tributaires des choix politiques et elles sont tributaires du climat politique en France. Non mais c'est ça, mais bien sûr. Donc du climat politique et du gouvernement qui est instauré. Donc forcément, politique et sport, ils sont directement liés. C'est une question de compatibilité. Compatibilité, si aussi. Oui, aussi, ça aussi. Je veux dire, en fait, dissociables ou pas, ils sont indissociables parce qu'ils sont pieds et poings liés. Oui. La politique d'un pays aura un effet sur la politique sportive. Et en plus, et alors là, c'est pas.
c'est plutôt social, mais on sait bien que la réussite de nos sportifs, c'est pour ça que je pense que nos sportifs sont eux aussi quelque part des acteurs politiques, dans le sens où ils nous guérissent la société par leur réussite. Fallait voir, ça a été effectivement éphémère, donc peut-être un placebo, mais la réussite en 98 de l'équipe de France a créé quand même un rassemblement social qui a été sans pareil en France. Donc là, pareil, nos sportifs sont aussi, je pense, quand ils sont d'une envergure internationale aussi importante, des acteurs sociaux. Mais c'était vrai pour le hand, pour la Coupe du Monde de hand, c'était vrai pour d'autres sports. Oui, aussi, à ce niveau-là, on a vraiment senti l'engagement. Et donc, par définition, le drapeau, et puis c'est cette communion. C'est toujours pareil. On en vient à des éléments de communion. Et quand il y a du monde, il y a du politique. Quand il y a du monde, il y a du pognon et de la politique, pour pas dire autre chose. Est-ce qu'on doit se cacher, Mustapha? Se cacher quand on supporte un club, par exemple. Là, on a vu Philippe Bennassari qui est supporter du PSG et de l'équipe de France. Est-ce qu'il doit se cacher? Faut jamais se cacher de rien, faut être nature. Parce qu'il y a le président, par exemple, Emmanuel Macron, qui est par exemple un grand fan de l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça ne lui joue pas des tours, finalement? Ça lui joue des tours, de toute façon, il aurait été pro-Marseille, plus pro-PSG, ça lui aurait joué des tours d'une autre manière. Donc à un moment donné, il faut se cacher de rien, il faut être nature. Il veut supporter l'OM. Ce qui l'a aidé, c'est justement d'assumer. C'est un peu à contre-courant. C'est le meilleur au monde. C'est le mot que je préfère, c'est assumer. Il n'y a pas à se cacher de rien à un moment donné. Il est président de la République, dans son rôle de président de la République. C'est l'équipe de France qui doit supporter, voire qui doit entretenir, cette fois-ci politique sportive, par le biais d'un ministère et par rapport au financement et par rapport à la vision qu'on a du sport pour un pays. Mais il n'a pas à se cacher d'une relation personnelle qu'il avait avant et qu'il aura probablement après. C'est un CDD, un président de la République. Donc on l'a vu supporter Marseille avant. Il le supportera après. Il met pas entre parenthèses. Non, faut se cacher de rien. Simplement, il est dans son rôle. Donc l'objet président de la République, c'est la France. Il ne peut pas y avoir des tensions peut-être avec certains colistiers même. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rate. De toute façon, Macron, ceux qui l'aiment pas, disent je comprends pas qu'il supporte le Marseille. Donc il l'aurait détesté pour d'autres choses. C'est pas vous êtes choqué ou pas? C'est pas le bon raisonnement. Non, mais de toute façon, c'est aussi un être humain, donc il a des préférences et il surfe vraiment sur le fait d'afficher un peu des préférences. Et c'est aussi, je rejoins un peu l'idée en démontrant ça, il essaie aussi un peu de s'attirer une espèce de sympathie. Alors après, oui, ça peut lui servir et lui desservir. Voilà, donc de toute façon, c'est pas un mauvais calcul. Non, et puis il aurait choisi un autre club. Bon, s'il prend le PSG, c'est pareil, mais à l'inverse. Donc à un moment donné, il a quand même le droit de. On a eu Nicolas Sarkozy qui était fan du PSG, par exemple. Ce qu'on attend d'un président, après, c'est qu'il soit fan de l'équipe de France ou qu'il soutienne l'équipe de France. Il peut pas. Parce que les mecs, ils peuvent pas le saquer. De toute façon, ils trouveront autre chose. Donc c'est les gens qui font de la politique. Il n'aurait pas dû justement le cacher, selon vous, Pierre Chevalier? Non, parce que je pense que l'histoire part au départ d'une image volée de campagne. Où il parle des résultats et assez crûment, c'est-à-dire même genre café du commerce, comme on pourrait en parler ici. Et il parle de Marseille qui en a pris 2 à Monaco. Et il y avait 2 solutions. C'est soit il essayait d'étouffer. Plutôt contre Monaco. Peut-être 3. Alors, soit il essayait d'étouffer l'affaire, soit il assumait. Et là, pour le coup, je pense que ça a pu servir un peu son image, pas pour les Parisiens bien sûr, mais ça a servi son image parce qu'il a assumé d'être fan de l'OM. Ils sont pas stupides. Ils supportent il supporte Marseille. Je vote pas pour lui. Mais ils sont pas bien ces gens-là. Donc à un moment donné, si c'est parce qu'ils supportent Marseille qu'on va pas voter pour lui. C'est les gens qui font de la politique justement. C'est qu'il dit ça, donc je vote pas pour lui. Tu n'auras pas voté pour lui. De toute façon. Donc c'est en ça que je dis, il ne faut pas que la politique s'immisce dans le sport. Ah, vous êtes d'accord avec oui, moi je pense que ça n'a pas d'effet et que là c'est à trop petite échelle, il n'y a pas de rapport. Et puis après, ça veut dire qu'il faut tout lisser, son discours, ses préférences. Donc je déteste toutes ces démarches de vouloir déshumaniser les politiques. Pour avoir un maximum de votants. Non, on est nature à un moment donné. Ça arrive à une période où il y a la Coupe du Monde, donc quelque part on est dans un thème foot, c'est un peu normal. Enfin, ça peut tout à fait s'expliquer qu'il exprime une préférence sur un club ou un autre. Il a peut-être un truc sur son Facebook depuis longtemps où il a les drapeaux de Marseille, ça se sait. On imagine surtout que tout n'est pas dans le calcul. Il y a déjà beaucoup de calculs dans la campagne présidentielle. Là, peut-être c'est ce qui est spontané. Mais est-ce qu'au niveau local, il faut se cacher? Parce que là, on parle du niveau national, de Macron. Est-ce qu'au niveau local, on doit se cacher peut-être un peu plus qu'au niveau national, quand il y a une proximité avec les gens, encore plus. Moi je suis fan de Trappes, je suis sur Trappes, ça me pose aucun problème de parler de mon équipe. Donc vous pouvez prendre la mairie de Trappes.
Ah bah non, je viens de dire l'inverse tout à l'heure. Il est hors de question de prendre, par définition, un club de foot pour faire de la politique. Si à un moment donné, dans un parcours personnel, au bout, par exemple, prenons mon cas, parce que je suis visé là, on est bien d'accord, au bout de 14 ans de sérieux, c'est-à-dire où je me suis attaché à l'objet, foot, pas de politique, pas de parti, pas de meeting, rien. Dans mon parcours personnel, j'aurais moi envie, citoyen, de faire de la politique. C'est possible pour tout le monde, et donc possible pour moi. Il faudrait que je me mette en retrait total du club de foot et surtout pas rester... Vous voulez pas mélanger, genre? Ah, jamais de la vie. C'est en ça que je dis qu'il ne faut pas mélanger. Mais c'est là où, à un moment donné, je dis il y a beaucoup trop de gens qui prennent des clubs amateurs et qui pourrissent le monde amateur, justement parce qu'il y a des intérêts perso, soit pour faire de la politique, soit pour faire du business, en tant qu'équipementier, etc. Je crois pouvoir dire, et ça se vérifie facilement, que je n'ai pas fait de politique. Mieux, à chaque fois qu'il y a eu des campagnes électorales et municipales en particulier, j'ai demandé à tous les gens qui faisaient de la politique, qui étaient dans des partis, de s'extraire du club pendant la période électorale et laisser le club tranquille. Donc, si je devais en faire, clairement, je l'annoncerais très tôt et je me mettrais en retrait du club, bien sûr. C'est reprendre les termes de Raoul, c'est-à-dire que politique et sport sont liés, pas forcément compatibles, mais de toute façon intimement liés quand il s'agit de faire briller la vie. Vert, mais finalement c'est un vert mitigé. C'est pour ça que j'ai hésité. C'est la question qui était C'est pour ça que j'ai hésité, Michael. Mais si c'est pour faire de la politique politicienne partisane, alors c'est compliqué. En tout cas, Philippe Benessaya ne fait pas ça. Mais j'ai été président d'un club. C'est vraiment son cadre privé. J'ai été président d'un club de foot et toujours président, cette fois-ci, donneur de leçons, je le dis carrément. Il y a une politique sportive. C'est-à-dire qu'on ne conduit pas un club n'importe comment. Il y a des politiques sportives. De la même façon, la mairie suit le sport dans sa commune, donc il y a une politique sportive de la commune. De la même façon, on le retrouve au niveau national. Donc politique sportive, politique, c'est lié. Moustapha, désolé. Et on ne peut pas parler foot 2 minutes. On ne peut pas parler football. Est-ce que vous avez un message? Mais oui, il y en a marre d'entendre tout ce qu'on dit sur l'équipe de France. À un moment donné, on s'est qualifié. Peu importe si on a pris du plaisir à regarder les matchs, s'il n'y a pas eu des sombreros, s'il n'y a pas eu des reprises de volets, si c'était insipide. On est en 8e, ça commence. Voilà. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Le 8e, mais avant, ce sera ce samedi à 16h contre l'Argentine. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le jeudi 12 juillet pour la dernière émission de l'année. On va terminer par une citation de l'ancien footballeur et maintenant entraîneur Luis Fernandez. Le champion tire les leçons du passé, concrétise le présent et pense au futur. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Rendez-vous le jeudi 12 juillet. À bientôt sur TV 78. C'est connu avec des philosophes.